impossible de comprendre comment on est arrivé à développer des arcs réflexes culturels tellement profonds dans l'essence de la naturalisation de l'injustice si ce n'était pas par cette hybridation avec le monde digital, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui établit comme norme, si on veut dire comme ça, après on verra si est-ce que c'est une norme ou pas, n'est-ce pas? Mais comme norme, le fonctionnement d'après une logique algorithmique, n'est-ce pas, avec une succession entre guillemets logique des pas. Non, il y a des pas à accomplir. Bon. Moi, je vais revenir un tout petit peu. L'idée aujourd'hui, c'est de revenir un tout petit peu par rapport à quelques éléments de la norme, comme on parlait la dernière fois qu'on avait commencé. Après voir cet éclatement de la norme par rapport au monde technoscientifique, digital, non? Et en allant vers la question de la rationalité. En allant vers la question de la rationalité, donc deux rappels simplement pour avoir en tête, pour tenir en tête comme ça. D'une part, je vous rappelle que quand on parle de rationalité, il faut savoir deux choses. D'une part, que les mondes de l'algorithme, les mondes de la synthèse computationnelle se présentent comme les mondes de la rationalité triomphante. C'est-à-dire que pour je sais pas, des grands épistémologues comme Jean Petitot, mais pas que lui, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, l'idée qu'on pourrait construire des algorithmes qui expliquent les mouvements sociaux, les mouvements psychologiques, vous voyez, c'est-à-dire que veut dire, pour la pensée dominante aujourd'hui, disons, le passage d'un monde de l'approximation subjective, des mythes, de l'irrationnel, vers un monde de la rationalité. Or, cette rationalité est assimilée directement, après je vais vous lire quelques passages de Jean Petitot, mais est assimilée directement à l'idée de passer du monde des concepts, et encore plus du monde des affects, vers le monde des algorithmes. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'idée, c'est donc comment est-ce que nous pouvons aller vers ces mondes de toute information, en comprenant par information non pas les nouvelles, non, en comprenant par information la digitalisation. Quand on dit information, on dit que quelque chose est subsumé, il est transformé en unité discrète digitale. Hein. Alors donc l'idée c'est comment tous ces mondes bordéliques, approximatifs des affects et ces mondes un peu plus ordonnés des concepts pourraient aujourd'hui, c'est le grand défi, la grande chance qu'aurait notre monde, ces mondes-là qui provoquent tant de désordres, de violences imaginaires, etc. Comment ces mondes-là pourraient passer vers le monde rationnel de l'algorithme. Bon, l'hypothèse est donc sur laquelle nous allons travailler, c'est qu'effectivement, la rationalité, nous, on n'a pas rationalité au monde des algorithmes, n'est-ce pas? On dit que la rationalité est un ensemble, un combinatoire, un ensemble, non, restreint des lois, des règles, des axiomes logiques, effectivement, qui se transforment à travers l'époque, vous voyez? C'est-à-dire savoir avec effectivement une logique mathématique en général, avec une logique assez mathématique de par disons, la tendance à l'exactitude, à la reproductibilité, bon. Alors, mais ces mondes-là de la rationalité, qui est un monde, qui est un ensemble assez restreint, il évolue d'époque à époque. Vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, jusqu'à 1900, je donne l'exemple parce que c'est l'exemple le plus massif, comme ça, le plus évident. Jusqu'à 1900, on peut dire qu'une personne qui pensait en termes historicistes, déterministes, n'est-ce pas, de dire les lumières avancent vers un point oméga, etc., un point final, cette pensée-là, téléologique, était rationnelle. À partir de 1900,
grosso modo, donc, la rupture est en 1900, la téléologie, boum, disparaît du champ de la rationalité. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la rationalité jusqu'à 1900, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'une pensée rationnelle est une pensée qui stipulait, disait, énonçait que est rationnel ce qui est analytiquement prévisible. Vous voyez? C'est-à-dire que définissait la rationalité dans un ensemble de la prévisibilité. En 1900, qu'est-ce qui se passe? Boum, en 1900, grande rupture, irruption de l'incertitude dans tous les domaines, la physique, les mathématiques, la chimie, mais dans l'art, etc. Donc, fait éruption l'incertitude, le principe d'incertitude, et donc, ce qui est cet ensemble de rationalités change, expulse vers la croyance la téléologie, met la prévisibilité comme un sous-ensemble plus petit, et passe à se préoccuper d'autres questions, c'est-à-dire comment on incorpore l'aléatoire, etc. Donc, ceci pour dire quoi? Pour dire que ce à quoi on nommera rationnel, c'est cet ensemble-là, tout compte fait, avec lequel la plupart des gens n'ont jamais rien à faire dans leur vie. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que tout compte fait, c'est-à-dire l'ensemble de la rationalité épocale, la plupart des gens, de toute leur vie, n'ont jamais les moindres contacts, ni nécessité, ni appétit avec la rationalité. En revanche, la vie des gens se passe dans tout un monde qui inclut la rationalité, mais c'est un ensemble qui inclut l'ensemble de la rationalité, n'est-ce pas? Qui est le monde qui a une certaine logique, mais cette fois-ci, je n'utilise pas le mot logique dans le sens logique mathématique, une certaine logique dans le sens qu'il y a une suite que je peux plus ou moins expliquer, mais qui n'est pas du tout ni ordonnée ni restreinte à la rationalité. Vous voyez? Alors, par exemple, un mythe a une logique, vous voyez. Alors, le mythe, il dit, voilà, tel personnage était vivant, et après il était mort, et après, quand il était vivant à nouveau, vous voyez. Donc, il y a une logique dans la suite d'un mythe, n'est-ce pas? Il y a une logique, mais cette logique-là, effectivement, n'a rien à voir avec l'ensemble, le sous-ensemble de la rationalité. Vous comprenez? C'est-à-dire, donc, les mythes, les religions, les sens communs, les mondes de la subjectivité dans lequel nous vivons tous, n'est pas ni vrai ni pas vrai par rapport à la rationalité. Fonctionne sur d'autres lois, sur d'autres règles, qui, elles, ont à voir, oui, avec une certaine organicité du vivant. N'est-ce pas? Avec une organicité du vivant. Bon. Ça, c'est pour... parce qu'on va faire référence à la rationalité, on va venir. Mais dans tous les cas, effectivement, l'idée, c'est que ce dont on va parler aujourd'hui par rapport à la norme, etc., eh bien, la norme, la vie sociale, les croyances, n'est-ce pas, n'obéissent pas du tout aux règles de la rationalité, quelle que soit la rationalité de l'époque, puisque la rationalité évolue, eh bien, elle n'obéit pas à ça. A un certain vague rapport avec la rationalité, mais n'obéit pas à la rationalité. C'est pour ça la fameuse phrase que je vais vous citer plusieurs fois de Proust, quand il dit « Les faits ne pénètrent jamais les mondes dans lesquels ils vivent nos croyances. » Vous voyez? Il y a les croyances. Alors, les croyances sont là, et les faits ne pénètrent pas les mondes dans lesquels vivent nos croyances. Mais quand on parle de rationalité, on va y revenir, mais il faut quand même, par exemple dans les groupes avant les séminaires, c'est intéressant d'essayer de comprendre par exemple des expériences très concrètes, non? C'est-à-dire comment, à quoi on va nommer un comportement irrationnel. Quand est-ce qu'on va invoquer dans la vie quotidienne la rationalité, n'est-ce pas? On dit, mais c'est pas rationnel, n'est-ce pas? À quoi on dit c'est pas rationnel? Puisque voilà la chose, la plupart du temps, quand on invoque un comportement irrationnel, il y a très 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 fort à parier qui n'a rien à voir avec des théorèmes mathématiques, il y a très fort à parier qu'on est en train de dire ces comportements-là ne s'adaptent pas aux croyances qui structurent ma norme. Vous voyez? C'est-à-dire, il ne s'incorpore pas, ne se comprend pas depuis les croyances qui structurent la norme dans laquelle je fonctionne. D'accord? Bon, alors la dernière fois, on avait dit que la norme, non, qui s'est présentée comme norme parfois naturelle, parfois
en luttant contre la nature, non, etc., on disait que la norme est toujours dans la modernité. Et ça, c'est la norme qu'on fonctionne dans la modernité. Après, on va voir ce qui se passe dans la postmodernité. Et la norme, effectivement, c'est définit des groupes, non, par rapport à son éloignement. Et on disait que l'éloignement avait à voir avec la visibilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, bon voilà, les exemples typiques, un peu bêtes, mais bon, c'est comme ça, de dire le maire de Paris à l'époque était homosexuel. Vous voyez? Ah. Pourquoi? Eh bien, parce que homosexuel appartient à un groupe de visibilité. En revanche, personne ne va dire les maires de Bordeaux est hétérosexuel. Pourquoi? Parce que la norme dans la modernité va nommer la visibilité, n'est-ce pas? Les éléments visibles. Et l'élément visible agit d'une façon métonymique, c'est-à-dire la part. Vous savez, une métonymie, c'est quand on dit je vois une voile à l'horizon. Bah, effectivement, personne ne pense que la voile se balade toute seule sur la mer, vous voyez, c'est-à-dire, ou quand on dit je vais boire un verre, personne pense, sauf un psychotique, dès que l'autre va se bouffer un verre, n'est-ce pas? Donc, c'est prendre un élément pour le tout. Alors, la visibilité de la norme fonctionne comme ça. Va séparer un élément qui va incorporer quelqu'un dans ces groupes-là en laissant de côté le tout ou en vidant le tout. Même, vous voyez, c'est-à-dire que donc, on dit, si le mec il est noir, l'effet d'être noir va les mettre, plutôt qu'il soit ouvrier, docteur, je ne sais pas quoi, il va les mettre, il est tellement visible l'effet d'être noir, vous voyez, parlons pas des sociétés d'apartheid directement, même dans les sociétés de non-apartheid, c'est tellement visible l'effet d'être noir que cet élément-là, métonymique, prend la place du tout. Alors, ça veut dire quoi être... Alors donc, il y a des trucs plus ou moins éloignés. On avait dit, par exemple, que être femme continue à être un élément visible anormal. Juste une question. Est-ce que le fait d'être éloigné de l'axe de la norme est forcément disqualifiant? Moi, je suis très riche, j'achète une Porsche, je ne suis pas dans la norme, c'est visible. Pourtant, j'estime que c'est qualifiant. Enfin, je veux dire, c'est... Bien sûr. Donc, Alors, la question, c'est que la norme, il va... avoir une Porsche n'est pas un élément métonymique. Avoir une Porsche, au contraire, est un élément dans lequel ça implique un tas de choses. Tu vois, si quelque chose chez toi, un tas de choses, tu comprends, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te métonymiser, tu vois. En revanche, si tout à coup un flic voit quelqu'un qui a l'air de ne pas avoir tout le reste qui va avec la Porsche, tu comprends, s'il n'y a que la Porsche, c'est suspect. Mais en général, quelqu'un qui est très riche, qui achète une Porsche, il n'y a rien à dire, tu comprends, c'est-à-dire là, ce n'est pas une visibilité normative. Tu vois, c'est pas une visibilité normative. Les mecs, au contraire, ils suivent l'ensemble. Tu vois, c'est un peu la connerie de l'autre débile qui dit c'est 50 ans, tu n'as pas un Rolex, tu comprends? Donc, lui, le mec, il dit avoir un Rolex, ça part d'un ensemble. Alors, effectivement, quand tu vas dans les bidonvilles de Buenos Aires et tu vois les gars avec un Rolex, tu dis bon, ok. Tu vois, c'est le fameux truc à qui tu as piqué la mobilette. Tu vois, les flics qui voient une belle mobilette avec un beurre, ils te disent à qui tu as piqué la mobilette. Donc, tu vois, c'est-à-dire que ce qui va voir les flics, c'est un beurre ou c'est un gars de bidonville. Donc, ils voient ça. Et s'ils le voient avec un Rolex, il va dire à qui tu as piqué la Rolex. En tant que quelqu'un qui c'est dans la norme. Ah, le Rolex, la Porsche, je sais pas quoi, RS, tu vois, c'est-à-dire que le mécanisme métonymique est toujours disqualifiant. Est toujours disqualifiant. Alors, bon, là, ce que j'avais commencé à dire l'autre fois et que je l'ai dit rapidement, mais s'il y a des questions, bon, vous savez qu'est-ce que c'est un arc réflexe, on avait expliqué un tout petit peu, non? C'est clair qu'est-ce que c'est un arc réflexe d'un point de vue biologique, non? Hein? Oui. Alors donc, la question c'est que nous, on se rend compte d'un point de vue biologique, non, qu'il y a une sorte de sculpture des arcs réflexes
qui sont épigénétiques, ou culturels, ou des contextes, pour le dire comme ça. Les trois sont valables. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, effectivement, c'est très important que la norme, alors là c'est le côté norme et nature, ça serait norme et nature, non? Pourquoi? Parce que effectivement, la norme façonne, va sculpter des arcs réflexes physiologiques. Alors, c'est le fameux truc de, il bouffe des boulettes, je sais pas quoi, très huilées avec les mains. Moi, je sens un arcade, comme on dit, je sens une nausée. Je sens une nausée, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas raciste, je vote même à gauche, je ne sais rien, mais qu'est-ce que tu veux? Je sens une nausée, vous voyez? Ou, je vois deux homos qui s'embrassent dans la rue, qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me provoque quelque chose, vous voyez? Ou, par exemple, on voit la rapidité avec laquelle se créent les arcs réflexes, c'est-à-dire, il y a 30 ans en France, les gars voyaient passer une femme avec un tchador, je ne sais pas quoi, ils voyaient passer une femme avec un tchador, vous voyez. Et en tant qu'aujourd'hui, même les plus gauchistes des bobos, quand ils voient une femme avec un voile, va sentir quelque chose, c'est-à-dire je sens quelque chose, n'est-ce pas? Alors, c'est là l'incorporation de la norme, n'est-ce pas, qui fait que je n'ai pas à conceptualiser. Il y a une immédiateté des formes qui provoquent des formes, vous voyez? Des formes qui provoquent des formes de réaction. Il y a une immédiateté aconceptuelle qui fait qu'effectivement, on voit comment une population peut dériver vers des comportements racistes, ou des comportements de solidarité, ou des comportements par identification réflexe d'un ensemble que, vous voyez par exemple la femme voilée, pour une certaine partie des gens représentait peut-être une certaine oppression, mais à peine, ou peut-être ils ne faisaient pas attention. Plutôt pour entrer dans l'ensemble musulman. Peut-être rentrer. Mais tout à coup, il rentre dans un autre ensemble qui est terroriste. Ouais. C'est-à-dire tout à coup, c'est très dangereux, on voit une femme voilée, ça évoque, vous voyez. Donc, il y a quand même, ces productions d'arcs réflexes qui nous fondent, qui vont nous fonder, qui vont effectivement aller ni des côtés rationnels, ni des côtés, vous voyez, même pas idéologiques, vous voyez, qui est du côté effectivement de la construction et la déconstruction concrète des mythes. Vous voyez, il y a une construction permanente, non, des mythes qui, effectivement, ont un rapport et une emprise très forte dans un réel biologique. Hein, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans ma chair. Hein, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans ma chair. C'est pour ça que, si vous voulez, quand on faisait... Bon, juste un mot, non? C'est-à-dire la seule possibilité de que ceci bouge, non? Et parce que bon, les rapports avec les groupes désignés, les groupes identifiés, et les rapports typiques que définit Foucault des pouvoirs savoir, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les groupes désignés par la norme, les groupes visibles, la visibilité produit des savoirs. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout à coup, il va y avoir des savoirs sur la femme. Vous voyez, la femme, objet d'étude. Mais il n'y a pas de savoir sur l'homme. Vous voyez, il n'y a pas de savoir sur l'homme, parce qu'être homme, c'est normal. Il y a des savoirs sur les homos, il y a des savoirs sur les noirs, vous voyez. Il y a des savoirs. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces dynamiques de désignation des groupes par visibilité, la visibilité vous rend objet des savoirs, objet des discours. Il y a des discours sur vous. Hein? Il y a des discours sur vous. Hein? Alors, s'il y a des discours sur vous, s'il y a des savoirs sur vous, bah, vous êtes mis dans la position d'un objet, d'un savoir. Hein?
auquel vous êtes tenu de vous identifier à la fois. Hein, vous êtes tenu à vous identifier. C'est-à-dire, bon, voilà, vous savez bien que vous êtes comme ça. Et à la fois, ça provoque les arcs réflexes, hein, c'est-à-dire ça provoque de l'autre côté. On voit bien dans cette radicalisation de la réalité française et plus largement européenne par rapport aux musulmans, comment est-ce que des côtés aussi musulmans, il y a aussi une sorte de regard de l'autre comme le regard de quelqu'un qui ne peut que te vouloir du mal. N'est-ce pas? C'est même étonnant, vous savez, c'est-à-dire que quand on est étranger, ni musulman, ni français, ben, comme moi, donc métèque, mais pas métèque d'aucun côté visible, tout le monde vous parle. Alors les Français te parlent, bien sûr, mais les musulmans, les Africains te parlent, non? Et la chose la plus surprenante, mais demandez à vos amis latinos, aux amis comme ça d'autres pays, que soient, vous voyez, dans une sorte de... les métèques non trop identifiés, vous voyez, comme ça, eh bien, c'est fou comment, au discours disqualifiant de l'occidental, du français, lui correspond un discours absolument disqualifiant et de haine de l'autre côté. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est hautement performatif, ce fonctionnement de la norme, vous comprenez? Parce que finalement, ça produit, vous voyez, ça produit ce qui est dit. Hein, vous comprenez? Ça produit ce qui est dit. Hein, c'est-à-dire que quand Simone de Beauvoir dit « on n'est né pas femme, on le devient », il ne faut pas comprendre ça avec les oreilles d'aujourd'hui, théorie du genre, vous voyez, de dire il n'y a aucun ancrage biologique de la femme. Elle parle de ça, mais ce n'est pas ça qu'elle dit dans le deuxième sexe. Ce qu'elle dit dans le deuxième sexe, c'est que femme, être femme, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on devient femme, on devient femme. Et alors quand elle dit « je ne vais pas devenir femme », c'est pas à comprendre une fois encore dans le sens théorie du genre de dire j'emmerde de la biologie, oh, tout est possible, etc. Non, ce qu'elle est en train de dire, c'est ça. Elle est en train de dire les processus métonymiques a fait de moi une femme. Mais je refuse d'être une femme. Mais refuser d'être une femme, ça signifie refuser à tous les étages. Vous voyez, vous pouvez être professeur de médecine et on dira, merde alors, une femme professeure de médecine, vous voyez. Or, voilà, aujourd'hui vous prenez l'avion et vous apprenez que c'est Ginette qui pilote, ça fait un truc, hein, c'est-à-dire, mais Ginette pilote, vous voyez, c'est-à-dire... On va y arriver, hein? On va pas arriver au bout. C'est-à-dire, ça dépend. Mais dans tous les cas, c'est sûr que malgré les changements immenses qu'il y a eu en Occident par rapport au statut de la femme, par rapport à la réalité quotidienne des femmes, malgré ça, force est de constater que l'élément métonymique qui a produit... parce que, vous voyez, l'élément métonymique produit des savoirs sur la femme. Alors, la femme, pas les femmes, la femme. Non, l'élément métonymique femme. Alors, bon, une femme est instable, une femme, elle est très sensible, une femme, elle est très proche de la nature. La preuve, c'est que, voilà, tous les 28 jours, il y a la menstruation, vous voyez, la femme, elle fait des bébés, vous voyez, donc, tout ça, ça fait que, quand même, pour conduire un Boeing, c'est quand même emmerdant. Vous comprenez? Vous voyez, donc, il y a quand même, vous voyez, toute une série de savoirs. Bon, je vous avais cité la dernière fois, c'est quelque chose que dans la psychiatrie, c'est quand même une histoire noire. L'école de psychiatrie de Marseille, un truc qui s'appelle l'école de psychiatrie de Marseille à l'époque, avait expliqué les différences des cerveaux entre les Algériens et les Français, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'il y a une visibilité nommée, il y aura des savoirs. Vous voyez. Et bon, c'est drôle, moi je pensais par exemple, on va voir avec l'éclatement de la norme, non, la différence qu'il y a entre un hipster, ce qu'ils nomment aujourd'hui hipster par exemple, non, excusez-moi, et un hippie par exemple, non,
C'est-à-dire, là, on va voir avec l'éclatement de la norme, pourquoi? Parce que, par exemple, bon, laissons de côté l'hipster, mettons, par exemple, dans la mode, non? Dans la mode, fut un temps dans lequel, si vous n'aviez pas beaucoup de sous, vous étiez un peu bohème, un peu contestataire dans l'âme, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de sous, alors vous aviez vos jeans cassés parce que vous n'avez pas beaucoup de sous, vous aviez une allure qui correspondait à votre vie. Et on va voir dans l'éclatement de la norme, n'est-ce pas, comment cette traçabilité par les visibles n'existe plus. Vous voyez, c'est-à-dire que les mêmes mecs qui un jour s'habillent un clodo avec les trucs cassés, et vous voyez, avec cette esthétique des petits bourgeois qui s'assoient dans la rue. Vous avez vu comment il y a cette mode comme ça de s'asseoir dans la rue, peut-être sur le trottoir, je veux dire, n'est-ce pas? Mais personne ne se trompe entre quelqu'un de tout à fait déterritorialisé, postmoderne, qui aujourd'hui s'assoit dans la rue, demain il est le cul sur un fauteuil en soie, et avec les clodos, avec le rhum qui est à côté, vous voyez. Bon, mais la question c'est, il y a cette identification qui est à la fois informée, pour revenir à la norme moderne, informe de qui tu es. Vous voyez, c'est-à-dire on dit, grosso modo, tu corresponds à cet truc métonymique, donc tu es comme ça. Donc tu es comme ça. Vous voyez? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté de remplissage à la fois. Vous voyez, ce n'est pas simplement comme dans l'exemple de l'habit, que je me change d'habit et l'habit n'a aucune traçabilité. Non, dans les groupes métonymiques, il y a un remplissage. Vous comprenez, un remplissage des savoirs, des lieux, d'histoires, qui petit à petit font que l'étiquette métonymique produit, comme dirait Simone de Beauvoir, produit la femme, produit les hippies, produit les noirs, produit le fou. Vous comprenez, il y a une production. Il y a une production. Est-ce que c'est pas la désignation qui permet cette construction d'une certaine réalité soi-disant rationnelle et qui est en fait totalement irrationnelle, de savoir irrationnel? Oui, la désignation par visibilité. De désigner. Bien sûr. Ça rejoint la question de la visibilité. Oui, tout à fait, parce que la désignation désigne par rapport à ce qu'une norme va trouver. Qui n'est pas dans la norme. Voilà, qu'il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à voir. Non? S'il y a quelque chose à voir, alors ipso facto, il va y avoir un remplissage des savoirs, des opinions, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non? C'est-à-dire que être visible signifie tout de suite devenir objet de savoir, de détermination. Vous comprenez? De détermination et de déterminisme. Quelque part, plus on s'approche de la norme, plus on serait avec une sorte de droit d'indétermination. Vous voyez? Au de libre arbitre, pour dire comme ça, vous voyez? En tant que plus on s'éloigne de la norme, plus on est objet d'un savoir déterministe. Les noirs vont agir comme ça, les homosexuels vont agir comme ça, les femmes, vous comprenez? C'est-à-dire que plus on est éloigné de la norme, plus on est objet de savoir, plus vous êtes attendu. Et ce qui est effectivement ce travail pour les responsables dialectiques, c'est que plus le groupe sera façonné de la forme. Tu disais tout à l'heure que c'était quelque chose qui était particulièrement vrai, j'imagine, dans les sociétés modernes. Est-ce que ces principes-là de métonymisation et puis de fabrication d'arcs réflexes, etc., c'est des choses qui n'existent pas dans les autres sociétés que modernes ou postmodernes? Et si elles existent, est-ce que ces phénomènes-là existent? Est-ce que ça tient d'une autre explication, d'un autre phénomène ou... Oui. Alors, par rapport à postmoderne, bon, on le voit maintenant, mais on peut dire, tu vois, qu'avec ces petits bonhommes, tu vois, un peu que j'ai fait ça, je pense qu'avec ça, je peux écrire sur le tableau. S'il est blanc, ouais. Enfin, est-ce qu'il est Est-ce que le tableau est dans la norme? Pas indélébile, ça. Parce que le problème, s'il est blanc, il n'y aura qu'un problème pour l'effacer.
Non, quand on dit, vous savez, quand je disais, l'homme, disons, des sociétés non modernes, pour dire comme ça, parce que c'est emmerdant, parce que sont toutes absolument différentes, mais ils ont un trait commun, sont non modernes. N'est-ce pas? Les traits communs de toutes les sociétés du monde, c'est juste qu'ils sont non modernes, c'est-à-dire qu'ils sont dans un temps cyclique, qu'ils ne sont pas dans un truc tangential d'émancipation, etc. etc. Bon. Dans ces sociétés-là, l'homme, il est effectivement pris dans une détermination à laquelle il appartient. Hein? C'est-à-dire, dans une société non moderne, se joue exactement ce que Deleuze donne comme contre-interprétation contre Freud, non, de l'Édipe, hein, dans lequel il dit il y a un destin qui est celui que la donne de chacun établit. Si tu essaies de t'échapper de ton destin, il te retombe comme fatalité. N'est-ce pas? C'est écrit. Alors, c'est écrit, donc la fatalité n'est pas donnée d'emblée. N'est-ce pas? La fatalité est une sorte de punition qui est propre de la cyclicité, je ne sais pas si c'est comme ça en français, non? Des côtés cycliques, n'est-ce pas? Dès que le péché est essayer de sortir, justement, la tangente et le péché. Alors, même dans nos cultures judéo-chrétiennes, encore, il y a les traces de le péché comme tentation de la tangente dans, parlons pas des Icare, tous les mythes grecs, n'est-ce pas, dans lesquels on essaie de s'échapper, mais même dans la Bible, la tour de Babel, c'est ça, c'est-à-dire les mecs qui sont essayés d'échapper de leurs conditions. Alors, donc on peut dire de façon grossière, comme ça, comme très commun, mais qui se manifeste de façon très différente, que la constitution de l'individu de chaque groupe, pour dire comme ça, n'est pas la production d'un individu comme dans la modernité. Parce que ce mécanisme-là de la norme est un mécanisme aussi d'individuation. Ça crée des groupes et ça crée des individus. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est une façon de déterminer, de remplir l'individu. Vous voyez? De quoi tu es fait. Non? Donc, c'est un mécanisme d'individuation. L'individu comme un pli, formé par des choses, etc. Bon. Dans les sociétés, effectivement, non modernes, ce que lui, il va faire, soit c'est, pour reprendre les termes classiques de l'Extrême-Orient, même en Inde aussi, dans l'hindouisme, c'est-à-dire que c'est un non-agir. Vous voyez? Que c'est très compliqué pour nous de comprendre le non-agir, parce que pour nous, justement, même dans une tradition noble comme le spinozisme, l'idée c'est la puissance de l'acte, agir, n'est-ce pas? Bon, on peut dire quand même que le non-agir taoïste ou bouddhiste correspond à ce que Spinoza va nommer l'agir, justement. C'est exactement comme ça, non? C'est-à-dire que les non-agir, ça veut dire quoi? Les non-agir, c'est commettre des actes, pour ne pas se mélanger trop les pinceaux avec les mots. Non, les non-agir, c'est commettre des actes qui n'essayent pas de s'échapper de ta donne. N'est-ce pas? C'est pour ça que, par exemple, il y a eu tout un truc terrible, comme Sartre, il avait dit, on n'a jamais été aussi libre que pendant la guerre. Alors on dit, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il veut dire, c'est quelque chose comme ça. Il veut dire, là où les contraintes collaborer ou résister, là où les contraintes sont plus évidentes, il est plus simple, non pas facile, mais plus simple de non agir, donc de commettre des actes en accord avec la donne. Vous comprenez? Et c'est vrai, dans la prison, c'était absolument clair. Vous voyez, c'est-à-dire, quand tu es en prison, soit, effectivement, tu
agit dans le sens moderne, n'est-ce pas? Soit, effectivement, dans la prison, tu te construis, tu ne te laisses pas détruire, tu gardes le rapport avec le contexte, je parle des prisons politiques, là, non? C'est-à-dire, tu gardes le rapport avec le contexte, tu sais pourquoi tu es là, tu ne te laisses pas aller, voilà. Soit, effectivement, tu tiens compte de la donne, soit tu deviens fou ou tu te détruis. Vous voyez? Donc, les non-agir veut dire ça. C'est drôle parce que Philon d'Alexandrie, qui est un philosophe du 1er siècle de notre ère, non? Dans un livre qui s'appelle sur, je ne sais pas, la sagesse, non, je ne sais pas comment mettre, mais bon, sur la méditation, un truc comme ça, très de sagesse, il explique quelle injustice parce qu'il a un ami qui était torturé et tué, et pourtant il avait simplement tué les tyrans. Vous comprenez? C'est-à-dire, alors donc, il a commis un acte, sauf que pour Philon d'Alexandrie, l'acte qu'il a commis était un non-agir. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a assumé la donne. Assumé la donne. Non? Bon. Chez l'homme de la modernité, on peut dire que c'est là où c'est le schéma que j'ai chopé à Leibniz. Je ne sais pas si Leibniz serait très content de voir ce que je fais. Mais Leibniz va dire, parfois je peux obtenir ce que je veux. Vous voyez, déjà il apparaît donc une instance, ce que je veux. Vous voyez, il y a déjà une production d'individus. Je veux ou je ne veux pas. Vous voyez, parfois je peux obtenir ce que je veux. Mais je ne peux pas désirer ce que je désire. Vous comprenez? Parfois je peux obtenir ce que je désire, dit Leibniz. Mais je ne suis pas maître de ce que je désire. Vous comprenez? C'est-à-dire que, voilà, ça c'est très important aussi pour une tas de choses, parce qu'en fait c'est comme ça que nous fonctionnons tous, quelque part. Hein, c'est-à-dire, à un moment donné, on se rend compte de ce qu'on désire. La question c'est que la modernité prétend que l'homme normal puisse se désirer dans un point là d'interrogation, non, interne. Donc l'homme normal est l'homme qui justement n'est pas surdéterminé, vous voyez, hein, donc l'homme visible et l'homme surdéterminé. Il agit comme ça par rapport aux points métonymiques qui sont comme ça. C'est-à-dire, il y a une généralité, vous voyez, par rapport à toute singularité, une généralité. Il y a un élément général qui va déterminer. Alors, on va dire, l'homme de la maturité, l'homme rationnel, dit Kant, il décide ce qu'il va faire. Non, il va décider. Sauf que ce que Leibniz va dire, non, Leibniz va dire, mais oui, d'accord, mais il y a ça. Le problème, c'est que peut-être l'homme peut décider un tout petit peu ou pas décider, mais ce qu'il ne peut pas, c'est avoir la moindre maîtrise sur les désirs qui les fondent. Voyez? Et ça c'est important parce que par exemple, effectivement, un pervers, non? Un jour, un pervers se rend compte en regardant dans cet axe-là, n'est-ce pas, de regarder ce qu'il désire et de regarder ce qu'il fait. Un pervers, un jour, se rend compte qu'il jouit de la souffrance d'un enfant, par exemple. N'est-ce pas? Il se rend compte. Sauf que le pervers, c'est pas lui, c'est pas là. Vous comprenez? C'est pas là. Lui, il est bougé par quelque chose que c'est pas une instance qu'on appelle lui, que dans la modernité est très importante. Moi, le moi, l'individu. C'est-à-dire que c'est pas là que les mecs a ces désirs-là. Les mecs, il est bougé par quelque chose qui les bouge à lui. Non? Et on voit bien comment toute la tentative psychologisantes, plus ou moins rationalisantes, parce que même les psychanalystes restent dans un élan de rationalité, même si la rationalité invoque un inconscient à comprendre, l'inconscient, il serait compréhensible rationnellement aussi, en principe, vous voyez. Donc, la psychanalyse n'a pas échappé du tout à ces mécanismes dans lesquels, quand même, ici, je dois interroger ça. Vous voyez? Ici, je dois interroger ça.
Et ce que Leibniz va dire, c'est, mais tu ne peux pas, toi, désirer ce que tu désires. Si un jour tu te réveilles, ou tu te rends compte un jour que tu avais une jouissance, un fantasme, et qu'après tu le mets en acte, je sais pas quoi, dans lequel tu vas jouir de faire du mal à un petit enfant, eh bien, il vaut mieux quand même interroger les côtés marionnettes, n'est-ce pas? Bon. Alors, comme on parle des pathologies, tout le monde va dire, mais c'est vrai, absolument, puisqu'un pervers, il est là. Vous voyez? Tant qu'on parle des pathologies, tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'on raconte? Mais justement, pervers est l'élément métonymique qui fait que cet homme-là soit agi par quelque chose. Oui. Sauf que être normalement hétérosexuel, aimer travailler, respecter son voisin, respecter les lois, ben c'est pas toi non plus qui l'as décidé. Vous comprenez? C'est-à-dire, le problème c'est que, vous comprenez, c'est là le passage. C'est-à-dire qu'on est tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que c'est une chance énorme si tout à coup, quand petit à petit tu prends conscience de qui tu es, si tout à coup, par chance, tu es quelqu'un qui n'aime pas se droguer, qui désire des objets sexuels adaptés à ton âge, à ton sexe, à ta couleur de peau, si tout à coup tu te rends compte, tu dis, moi j'aime travailler, je ne peine pas au travail, eh bien, rien ne permet de dire que ce soit dû à une structure différente que celle de la mauvaise nouvelle du pervers qui un jour se rend compte que, ah ben merde, qu'est-ce qui m'arrive? Vous comprenez? C'est-à-dire que la définition, la subjectivisation, la création des sujets, la création d'individus, n'est-ce pas, est une création d'individus sur cette idée de qu'il y en a donc tout ça, hein, qui sont visibles, qui sont bougés par quelque chose de... Voilà. Et l'homme normal, il est auto-bougé. Ouais. Ouais. J'avais une question par rapport à la discussion avant que le séminaire commence. C'était l'histoire de la gestion et comment cette donne de la gestion était imposée aux gens et comment où on se soumettait, où on se taisait, où on essayait de trouver des pas de côté. Est-ce que c'est un rapport avec ce que tu dis ou pas du tout? Alors, ça c'est un rapport, c'est par rapport, je crois, à l'idée qu'on se fait de la latitude, justement, qu'il y a chaque individu. N'est-ce pas? À moi, il me semble, on va voir maintenant la question de l'éclatement de la norme et la transformation. C'est-à-dire que dans les concepts plus ou moins que j'ai goupillés dans mon travail à partir de longtemps, je nomme ça personne. Pourquoi? Parce que je dis que ceci est une instance très territorialisée. C'est-à-dire que l'homme, pour dire comme ça, non moderne, est quand même quelqu'un qui est très territorialisé, très rempli, très enraciné. N'est-ce pas? L'individu, je dis l'individu qui est quand même l'idéal de c'est ça, n'est-ce pas? Est déjà une instance de déterritorialisation. Et il y a un troisième qui est le postmoderne, hein, qui est celui qu'on va dire personne, individu, profil. La production de chacun en tant que profil. Bon, alors, la question c'est, si nous disons, comment je peux résister, non? Bah, à tous les trois, la question se pose de façon très différente. Parce que, par exemple, pour l'homme non moderne, résister signifie résister à tout ce qui agit. Alors, qu'est-ce qui agit? Agit l'invasion de leur terre, agit empêcher, agit, vous voyez, c'est-à-dire que agir et sortir de la donne. Non? Alors, à chaque fois que l'homme non moderne doit justifier ou penser une action, il doit la penser par rapport à, non pas une instance interne, non, mais lui comme
instrument de ça, n'est-ce pas? Alors, il va commettre des actes, il va risquer sa vie, mais non pas parce que lui, il a décidé quelque chose, mais au contraire, justement, il se garde bien de dire « je décide », il dit « je me rends instrument de la donne ». Ici, il va dire non mais quand même ils sont en train de m'écraser, on m'impose la gestion, je suis, je sais rien, par exemple pour revenir à Ken Loach, je suis employé de Pôle emploi et on me donne une prime pour tout ce que je peux radier, etc. Donc qu'est-ce que je dois faire, n'est-ce pas? Donc la question va s'adresser à ces points d'interrogation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, toi, tu dois agir comme un individu autonome. Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, alors, donc, l'individu de la modernité, c'est ça. Hein? On dit, toi, tu dois agir comme ça. Alors, c'est la production de l'impuissance pour toute résistance. C'est le mécanisme de l'impuissance. Parce que, effectivement, l'individu s'est réalisé, l'individu qui est lui et qui regarde le monde, bah, le monde ne peut que l'écraser. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, donc, je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu et qu'il y a des résistances à des oppressions, à des situations de perversion, d'exploitation, je ne sais rien, non? Dans la modernité, toujours c'était parce qu'il y a la possibilité de renouer avec ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est de renouer avec la donne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, effectivement, quand on s'engage dans la modernité, on ne s'engage pas comme ça. N'est-ce pas? On ne dit pas « je suis un instrument de l'histoire » ou « je suis un instrument de mon peuple » ou « un instrument de Dieu » ou de la Pachamama. On ne le fait pas comme ça. On dit « moi, je comprends ça. Et c'est pour ça que j'agis comme ça. » Vous comprenez? C'est-à-dire que l'engagement, l'acte de liberté dans la modernité, c'est l'acte, là, ils s'en foutent que ça s'appelle un acte de liberté. Non, là, ça s'appelle... mais bon, ce que nous, on nommerait un acte de liberté, ça passerait par dire « je suis libre dans la mesure où je m'efface. Et je suis un instrument du destin. » Ici, il va dire « j'existe, moi, j'existe, dans la mesure qu'en comprenant la donne, j'agis d'après la donne. » Donc la résistance dans la modernité passe quand même par une possibilité d'une reterritorialisation de soi dans les coordonnées qui te fondent, mais sans nier l'individu, sans nier l'instance individuelle. Simplement que l'individu engagé sera un individu qui tient compte de la donne qui les fonde. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, ce sont les phrases classiques des années 50, 40, 30, quand tout à coup quelqu'un disait « je suis fidèle à ma classe ». L'ouvrier disait « je suis fidèle à ma classe ». Ça voulait dire justement tenir compte de la donne, non pas tenir compte de l'illusion d'être un individu, mais mettre en accord ses actes avec la donne. Mais vous voyez quand même qu'apparaît cette instance, il y a une subjectivisation, une individualisation qui existe. Vous voyez, c'est lui qui tient compte. Et dans la postmodernité, le problème c'est que ce qui va disparaître, c'est ça. Ce qui va disparaître, c'est ça. Ce qui va disparaître, c'est toute instance de donation d'essence. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, Ajax, par exemple. Ajax, vous avez le mythe d'Ajax, il est très intéressant parce qu'Ajax, il y a 3 Ajax. Il y a Ajax ammoniacal. Non. C'était pour voir si quelqu'un suivait. Il y a Ajax qui rentre, victorieux de la guerre, n'est-ce pas? Il y a Ajax qui devient fou et qui tue les troupeaux, je ne sais pas quoi. Il y a Ajax qui on ne sait pas qui il faut enterrer. On dit mais qui il faut enterrer, les traîtres ou les héros, n'est-ce pas? Bon. Alors, dans les 3 cas, la question s'adresse à une détermination. Vous voyez, une détermination dans laquelle
il n'y a pas la multiplicité non individuelle est claire. Vous comprenez? C'est clair qu'il n'y a pas un Ajax. Vous voyez? Là, l'autre jour, j'ai fait un article pour Le Monde à la mort de Castro. Et alors, qu'est-ce que je disais? Mais voilà, Castro, c'est Ajax. Voilà, c'est-à-dire, qui est mort? C'est lui qui a vaincu dans la Sierra Maestra, c'est lui qui a réprimé l'homosexualité, qui a mis en taule les gens, qui a tué ses camarades. C'est lui, vous voyez, qui on enterre? Eh bien, voilà, c'est-à-dire, moi, ce que je disais, c'est, on enterre une multiplicité. On ne peut pas dire qu'il y a un Ajax qui soit vrai. Ouais, voilà. Alors, ici, effectivement, l'instance, ici, donc, il y a une donation d'essence. Hein, il y a une donation d'essence, la question du sens est fondamentale. L'essence et l'essence de la donne. Ici, l'essence est quelque chose qui ne peut pas produire l'individu. L'individu produit du sens. Et ici, il n'y a pas de sens. Hein? Et dans la postmodernité, ce qui va être effacé, c'est l'idée même de que les actes puissent avoir un sens donné par un libre arbitre, ou par une réflexion, ou par une intériorité. N'est-ce pas? Alors, bon, je vais passer la parole à Bastien, mais au fait, après je vais vous lire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'il disparaît ce sens? C'est ce qu'on va expliquer là maintenant, parce que, si vous voulez, c'est un peu ce que je disais au départ. Hein. Je cite Jean Petitot, non pas pour citer quelqu'un de caricatural, mais au contraire pour citer un de ceux qui est certainement un des plus grands intellectuels français, n'est-ce pas, et qui est un grand épistémologue, et qui, effectivement, de mon point de vue, c'est lui qui représente de façon sérieuse le projet le monde devenu algorithme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, parce que, bon, ça serait bête de prendre quelqu'un de caricatural, n'est-ce pas? Or, Jean Petitot n'a rien de caricatural, c'est quelqu'un absolument un très 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 grand intellectuel français international. Et qu'est-ce qu'il va dire Jean Petitot? C'est pour ça que c'est important de voir, parce que ce qu'il va dire Jean Petitot, c'est bon, ce que je vous disais au départ. Bon, peut-être je lis quelques passages comme ça pour voir qu'est-ce qu'il dit, et après pour que vous voyez un tout petit peu de quoi il s'agit, cette perte de sens. Alors, par rapport à... Bien. Et par rapport à ces devenirs, à ces remplacements du concept que je disais d'abord, n'est-ce pas? Il n'y a plus de concept, il n'y a plus d'affects qui font la loi, qui donnent du sens. Il faut passer à l'algorithme. Bon. Alors donc, il dit, à un moment donné, du même que pour un biologiste actuel, il n'y a plus d'exception ontologique du vivant. Il n'y a plus d'exception ontologique du vivant. Mais seulement un saut dans la complexité des mécanismes macromoléculaires. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est-à-dire que pour un biologiste actuel, c'est quoi? Bon, je prends que ma biologie n'est pas actuelle. Et pour un biologiste actuel, par Hangar, il n'y a pas d'exception ontologique du vivant. Je veux dire. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Il est en train de dire... ce qu'on pourrait dire de façon plus simple, il n'y a pas de vie. Non, il n'y a pas de vie. Il y a simplement un saut dans la complexité des mécanismes macromoléculaires. C'est-à-dire que des macromolécules s'agencent, s'articulent, et il y a un saut. Alors, voilà. Les biologistes actuels, ils savent que les macromolécules sautent. Voilà, c'est la différence avec ce qu'on a étudié le siècle dernier. On ne savait pas qu'elle sautait. Bon. Et alors, ces sauts-là fait que les inactuels ont continué à parler d'une exception du vivant. Alors, les macromolécules, il faut les comprendre, si on est gentil, on comprend ça avec sa complexité respectable. Si on est un peu bête et pas gentil, on dit... on peut tous démonter un chat dans ces macromolécules. Pour les remonter, il va falloir sauter haut. Il va vraiment sauter. Mais bon, c'est fastoche, c'est méchant. Alors, du même, si nous suivons les schémas scientifiques hayekiens, il cite Hayek, non,
et le jugement scientifique. Ce qui compte là, ce n'est pas tellement Hayek, mais c'est l'idée que maintenant on passe vers la science. Hein. Il faut comprendre quand même qu'il est en train de dire que tous les biologistes qui croyaient qu'il y avait une particularité, une singularité du vivant, n'étaient pas scientifiques. Hein. N'étaient pas scientifiques. Ce sont des concepts, vous voyez, ce n'est pas scientifique. La vie est un concept. Hein? La vie est un concept. La vie est un concept, ce n'est pas scientifique. La vie n'est pas un concept, mais il y a un concept qui croit qu'il y a la vie. Alors, ceux qui suivent les jugements scientifiques, pour eux, il n'y aura plus d'exception ontologique de l'humain. Ah. Voilà. C'est, l'axe de notre séminaire, c'est ça. C'est-à-dire, grosso modo, se situe là-dedans. Il n'y aura plus d'exception ontologique de l'humain. Du mental, du symbolique et du social. C'est-à-dire que, voilà, si vraiment on est actuel, on se rendra compte petit à petit qu'il n'y a pas à considérer qu'il y a une exception de l'humain par rapport aux macromolécules. Non. Mais seulement, à notre saut dans la complexité des mécanismes informationnels, de l'information, et organisationnels. C'est-à-dire qu'il y a dans l'information c'est voilà, les entités discrètes modélisables, hein, c'est ça l'information, c'est les entités discrètes modélisables, qui dans leur interaction sautent, n'est-ce pas? C'est un deuxième saut, et apparaît quelque chose qui d'un point de vue ascientifique et inactuel, on considérait bêtement comme le propre de l'humain, c'est-à-dire le symbolique, le social, etc. Oui. Donc le sens va disparaître. Alors juste quand il va expliquer... Ah ouais, voilà. Dans les sciences proprement dites, dit Jean Petitot, dans les sciences proprement dites, on passe donc du concept comme unité abstraite de signification, vous voyez, c'est une unité abstraite de signification, c'est-à-dire que ça crée des significations, hein, chose assimilable à l'irrationnel, au mythe. Donc, on passe donc du concept comme unité abstraite de signification au concept comme au calcul, algorithme, hein, permettant la synthèse computationnelle. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on passe là où il y avait des concepts, vous voyez, on passe, donc signification, effectivement, hein, on va passer à du calculable, non? On passe à du calculable. Alors voilà ce que vous avez discuté, si j'ai bien compris, non? Voilà, hein, la question du sens, la question de l'évaluation, etc. Alors, voilà, c'est-à-dire c'est calculable, c'est évaluable, vous voyez? On passe donc permettant la synthèse computationnelle. Or, il n'y a que les mathématiques qui peuvent transformer des significations en algorithmes. Vous comprenez? Donc voilà, le projet est celui-là. Le projet est... Alors, si vous prenez quelqu'un d'un peu moins intelligent, intéressant que Jean Petitot, comme, je ne sais pas, alors là, le saut, il est vers le bas, comme Laurent Alexandre. Effectivement, Laurent Alexandre est quelqu'un d'une façon caricaturale, lui, il dit « le monde est algorithme ». Le monde est algorithme. Voilà. Alors, lui, il dit, voilà, comme le perroquet. Mais Jean Petitot, non. Jean Petitot, je vous conseille vraiment de lire parce que Jean Petitot est le meilleur représentant sérieux, respectable de cette transformation de notre monde, de notre vie, vers une algorithmisation de la vie en termes de calculabilité, d'évaluation et donc de non-sens. Et de contrôle. C'est viable ça. Et la question, dans tous les cas, c'est ce qui est en train de se passer. La viabilité d'un projet n'a pas à voir avec la possibilité de réaliser l'objectif final. Tu vois? La viabilité d'un projet a beaucoup plus à voir avec les transformations que ces projets entraînent. Tu vois? Par exemple, si nous disons, est-ce que le communisme scientifique final était viable? Alors tu dis, ça c'est une question métaphysique.
la question réelle, c'est au nom de cet objectif, quelles sont les transformations souvent irréversibles que subit le monde de la vie, tu vois. Donc, à vrai dire, l'important, c'est pas... Tu vois, par exemple, quand Laurent Alexandre et les autres allumés de la Singularity University, tous ces gens-là, les transhumanistes, ils disent on va abolir la mort. Si nous, on se met à discuter sur l'abolition au nom de la mort, on est en train de discuter dans l'air. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'important, c'est pas ça. Là, par rapport à l'abolition de la mort, moi je dis tout bêtement, ben non. Et alors là, et alors tu dis, alors quoi? C'est pas viable. Non, mais l'important, c'est que la viabilité se mesure dans la destruction et transformation qu'au nom de cet objectif va subir le monde de la vie. Tu vois? Donc, moi je pense que donc, les projets de l'algorithmisation, de la calculabilité du monde, de chasser dehors la question de la variabilité, la diversité, l'aléatoire, les non calculables, n'est-ce pas? Chasser dehors tout ça ne met pas comme question centrale est-ce que ça c'est faisable comme un monde final comme ça, mais la question c'est quelle transformation réelle et concrète est en train d'entraîner dans notre monde ici et maintenant. Et donc, de ce point de vue-là, malheureusement, oui, est tout à fait viable dans le sens de que ça agit, ça s'est fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que peu importe l'objectif final, la question c'est, voilà, qu'est-ce que cet objectif-là, à quoi cet objectif-là sert comme excuse ici et maintenant? Et je pense qu'on se gourre à chaque fois qu'on rentre en discussion avec les transhumanistes par rapport à est-ce que c'est possible ou pas d'abolir la mort, ou est-ce que c'est possible ou pas de transformer les phénotypes à volonté. À chaque fois qu'on discute de ces trucs-là, on est en train de discuter des sexes des anges, comme ils disent, vous voyez. On est en train de discuter d'un truc absolument métaphysique, parce que ce qui compte, c'est ici et maintenant. Vous voyez, je dirais, on disait par exemple, les projets de Fillon est viable. Alors je dis, les projets de Fillon, en tant qu'objectif, n'est pas réalisable. Mais la viabilité d'un projet ne se mesure pas à la réalité de l'objectif, mais au mécanisme, au processus, non, mis en branle au nom de l'objectif. Ouais. Et alors, et je pense que ça c'est très important de penser le problème de l'algorithmisation, le problème du devenir profil de chacun de nous, n'est-ce pas? C'est très important de penser ces processus-là en mettant entre parenthèses les soi-disant objectifs. Vous voyez? Parce que, effectivement, par rapport à l'objectif, la réponse elle est très simple. Vous voyez? C'est-à-dire c'est une réponse qui appelle à la croyance et non pas à la pratique. Vous voyez? Parce qu'après tout, qu'est-ce que j'en sais, moi? Est-ce que moi je peux dire que non, que c'est absolument impossible? Je ne sais rien, moi. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une question, c'est comme les questions Dieu existe, Dieu n'existe pas. Vous voyez? C'est-à-dire que finalement, ce sont des questions par rapport auxquelles la seule question valable, c'est la croyance en Dieu dans certaines situations, quel processus entraîne? Vous voyez? Après, si Dieu existe ou Dieu n'existe pas, vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas ça le problème. La question, c'est toujours quel processus va rendre légitime un tel objectif. Alors, ce qui est drôle chez Jean Petitot, c'est qu'il a un objectif. Et l'objectif est dit, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça, on va revenir sur la rationalité la prochaine fois, mais l'objectif est l'objectif quand même de la hyper-rationalité, au rationalisme, je dirais, qui est quand même de rendre rationnel les sens communs, les affects, la vie, n'est-ce pas, abolir les mythes, n'est-ce pas, c'est-à-dire arriver à... Alors, Jean Petitot est quelqu'un de très fin et de très subtil, et il sait très bien qu'on ne peut pas abolir les mythes, mais il va dire quand même, notre boulot c'est de pas déconstruire les mythes, en quoi il a raison, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un mythe, c'est lui d'arriver à une rationalité qui pourrait englober l'ensemble des processus du vivant au-delà des sauts successifs. Non? Je voudrais faire la psychologie un peu de bas étage, mais si je comprends bien le fait de mettre de l'algorithme partout, c'est mettre du modèle.
mais du modèle, c'est de mettre de la prédictibilité. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas en fait une espèce d'énorme entreprise pour essayer de maîtriser le temps, ni plus ni moins, ou éviter d'avoir de douter du temps Oui, c'est-à-dire que la calculabilité est un tropisme, pour dire comme ça, des maîtrises, effectivement. Tu vois, c'est-à-dire que traduit ça à des notions anthropologiques, la calculabilité est quand même un mythe des maîtrises. Et alors, effectivement, maîtrise, contrôle, oui, bien sûr. Et effectivement, ça part de la base de que, oui, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir contrôler les temps. C'est-à-dire que tous les délires transhumanistes, post-humanistes sont effectivement des délires dans lesquels, effectivement, une immortalité possible abolit les effets du temps. Et comme le temps n'est que ses effets, n'est-ce pas, le temps n'existe pas comme en soi, le temps n'est que ses effets. Effectivement, il y a quand même cette idée de... Si, je suis convaincu que, non pas chez Jean Petitot comme ça, parce que c'est beaucoup plus subtil et complexe, mais quand même, dans les idéaux transhumanistes, il existe les mythes de toujours de dépasser les corps, dépasser l'organicité, dépasser la temporalité pour arriver à une éternité, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire ce qui veut un transhumaniste, un Laura Alexandre, tous ces bandes-là, c'est absolument religieux, qui est un au-delà, qui est le même au-delà de tous les curés, tous les rabbins, tous les ayatollahs, c'est un au-delà platonicien, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Hein? Il n'y a pas d'erreur possible, c'est-à-dire le monde platonicien des idées, l'arithmétique, le nombre mathématicien, c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'erreur. L'erreur, il est chez les corps, dans les corps, parce que les corps, effectivement, établissent des limites au possible. Alors, effectivement, il y a ce qui est très très important à comprendre aujourd'hui, c'est le contenu métaphysique, mythique et irrationnel qui a derrière ces désirs algorithmiques, de calculabilité. Il est très important de comprendre ça, non pas comme un anathème, mais de comprendre, n'est-ce pas, que là-dedans, ce qui est puissant, c'est effectivement la puissance de cette croyance-là, et un exemple de ça, c'est quand Giuseppe Longo, par exemple, et d'autres, mais bon, Giuseppe, quand même parmi les plus importants là-dedans, avance des faits qui montrent la non-calculabilité des phénomènes du vivant, quand Turing lui-même dit même l'arithmétique n'est pas toute calculable. Vous imaginez, Turing dit même l'arithmétique n'est pas... Donc, ces faits-là ne font pas de tâche, vous voyez, dans la pensée transhumaniste. Pourquoi? Eh bien parce que la pensée transhumaniste est une croyance. Vous voyez? Et donc, elle n'a rien à faire des faits. Bien, alors donc on va aller vers les... Pour reprendre ce que tu disais, il y a une juriste dont je reparlerai, qui s'appelle Antoinette Rouvroy, dont j'ai déjà parlé, qui effectivement montre que la problématique des algorithmes, de la gouvernementalité algorithmique, c'est de réduire le champ du possible au champ du probable. Donc c'est effectivement une réduction de l'incertitude à une guerre contre l'incalculable. Donc c'est effectivement pas tant une régulation par la normalisation, mais plutôt un contrôle de l'imprévisible. Et que la problématique n'est absolument pas le fait de dire, on peut aller vers une multiplication à l'infini des profils. L'important, c'est que les comportements soient prévisibles par le profil. Voilà. C'est dans ce sens-là aussi qu'il y a un éclatement de la norme, que justement, c'est un régime, c'est un terme qu'elle emploie, un régime de vérité sans erreur. C'est-à-dire que le modèle se nourrit des erreurs et il n'y a aucun problème à... Plus il y a d'erreurs, plus au contraire le modèle se renforce, plus il fonctionne bien. Voilà. Donc on n'est plus dans cette vision statistique traditionnelle où les points trop loin de l'écart type étaient éliminés. Les points trop loin de l'écart type sont incorporés tout à fait dans le modèle. Donc ça c'est effectivement un effet pour le coup, c'est ce qui caractérise l'aspect totalement anormatif
des algorithmes, et qui fait dire à certains défenseurs que c'est des technologies totalement démocratiques. Mais ça, j'avais prévu de laisser le sujet. L'idée là, c'était peut-être d'introduire la question de l'éclatement de la norme en revenant sur quelque chose que j'avais déjà abordé, c'est un peu mon mimique à moi. Voilà. L'anthropocène. Non. non, on avait évoqué, j'avais essayé de revenir sur le processus d'autonomisation de la technique. Alors je ne vais pas refaire qui aboutit aujourd'hui qui participe très largement aujourd'hui à ce qu'on appelle les technosciences. Je voulais revenir là-dessus parce que ça me semble être justement ce qui permet de comprendre la problématique de l'éclatement de la norme, mais aussi de la disparition du sens pour aller vers cette logique d'hyper-rationalité, d'opérationnalité pragmatique, efficiente, etc. Alors, je ne vais pas repartir depuis le début quand même, voilà, mais l'idée, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était effectivement de montrer que la technique, avec un T majuscule, c'est-à-dire que la technique comme une catégorie unifiée, universelle, est en réalité une invention de la modernité. Alors pour ça, j'étais reparti d'une histoire de la technicité comme une dimension de la pratique, hein, c'est-à-dire une dimension qui était pas séparable de l'ordre symbolique des sociétés. Alors on va parler des sociétés non modernes, il ne faut pas dire traditionnelles, et que donc les technicités effectivement étaient, ou l'outil était effectivement n'était pas chargé d'une valeur univoquement instrumentale, c'est-à-dire que l'outil n'était pas seulement évalué du point de vue de son efficacité instrumentale. Donc on avait parlé de ce mouvement d'autonomisation dans lequel effectivement l'instrument, l'outil, s'émancipe de la normativité du langage et de la culture. Et ça, il peut le faire avec l'apparition historiquement d'un certain nombre de structures de pouvoir qui vont assumer la reproduction existentielle des humains et de la société. Et on est arrivé jusqu'à cette période qu'on peut dater de l'émergence d'un marché, d'un marché lui aussi universel, d'une universalisation du travail, d'une universalisation du produit, et donc aussi d'une universalisation de la technique. Et donc je voulais en revenir à ce point-là, parce que même à ce moment-là, où il y a une distinction entre les moyens d'un côté et les fins de l'autre, dans la modernité, il n'y a pas encore une séparation de la technique avec la totalité sociétale. C'est-à-dire que la technique reste encore, intégrée la technique reste encore une expression de l'essence humaine, si vous voulez. Elle est légitimée par un certain nombre de finalités, de valeurs, d'idéaux qui sont les idéaux de la modernité, les catégories transcendantales du bien, du juste, de la vérité, du progrès, et que donc la technique, même séparée de la fin, c'est-à-dire même séparée du produit, garde un sens, est légitimée et justifiée par l'idéologie du progrès. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que la technique reste un peu sous une dépendance ontologique, si vous voulez. Elle reste subordonnée toujours à la primauté absolue des fins qui permet de juger les moyens. D'une certaine manière, la primauté absolue de la justice, si on prend l'exemple du droit, qui permet effectivement de porter un jugement sur le droit. Voilà. Donc on a, même si les moyens et les fins sont séparés, il y a cette valeur, cette idéalité qui prime toujours sur les moyens. Et l'idée, effectivement, était de montrer bien qu'avec la postmodernité, d'une certaine manière, la technique va définitivement s'émanciper de toute subordination, de toute dépendance ontologique à ces valeurs, à ces catégories transcendantales. Alors, moi j'avais pris l'exemple de la technoscience, pour montrer effectivement que par exemple
la phase qui est juste après la phase de la Seconde Guerre mondiale, qui est cette phase qu'on a appelée la Big Science, hein, c'est-à-dire que là, il y avait déjà effectivement une séparation des fins et des moyens, mais où encore la théorie était encore supérieure à la pratique. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait encore cette primauté de la théorie sur la pratique, et ça se voyait très bien en termes d'investissement, des États. On investissait beaucoup dans la science fondamentale, sans recherche d'efficacité quelconque, mais on savait un petit peu que par effet secondaire, on allait avoir des retombées, des innovations. Et avec la technoscience, on a un inversement. Hein, c'est-à-dire qu'on demande à la science de travailler sur des programmes de recherche où on fixe l'objectif avant même d'engager le moindre euro. Et voilà, on avait évoqué le fait que les scientifiques, avant même avec d'ailleurs tous les effets pervers que ça avait sur la pratique scientifique, hein, mais qu'effectivement les scientifiques devaient, avant de toucher une éprouvette, répondre d'abord à ces deux questions qui étaient combien ça coûte et à quoi ça sert. Voilà. Alors, sur le passage justement effectivement de cette science enfin en tout cas de cette technoscience qui s'émancipe de ces grands idéaux, ça se traduit aussi par voilà, ce passage de la science vue comme une dynamique de recherche de vérité, de dévoilement d'un monde en soi, à une science qui cherche plutôt à prévoir statistiquement un certain nombre de ses effets sur le réel. Hein. Donc c'est vraiment, on passe du pourquoi au comment. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, sur toute cette évolution-là, mais qui est intéressante parce qu'elle montre bien comment là, à travers l'activité scientifique, s'émancipe, se débarrasse du champ normatif et expressif auquel il appartenait jusque-là. Alors, on peut à peu près faire tracer la même évolution, et je dirais que dans la sphère politique, l'équivalent, d'ailleurs on peut difficilement même séparer les deux, parce qu'on voit bien qu'il y a du technocratisme dans la technoscience. Hein. La technoscience n'est pas qu'une affaire épistémologique, c'est aussi une affaire de gestion, c'est aussi une affaire de politique. Mais effectivement, on peut tout à fait voir la même évolution si on regarde du côté du champ politique. Et le technocratisme, c'est ça. Hein. Effectivement, c'est le passage... je reprends juste, je suis un peu perdu dans mes notes, voilà. Voilà, c'est le passage, effectivement, d'une logique de régulation institutionnelle, d'une logique de régulation par la législation, à des logiques plutôt, c'est le passage en gros de l'institution à l'organisation, le passage du pouvoir au contrôle. C'est-à-dire cette idée-là qu'on passe d'une régulation institutionnelle, organisée, à une régulation pragmatique, décisionnelle, qui finalement résonne plus en termes, comme on dit en anglais, de problem solving, hein, c'est-à-dire qu'on en vient plutôt à gérer, réguler, apporter des réponses aux problèmes qui se posent à la société. C'est d'ailleurs exactement le même mécanisme qu'on a dans les sciences. Hein. Les sciences sont plutôt là pour répondre aux problèmes que lui pose la société, plutôt qu'être dans un processus de production de savoir sur le monde, sur la réalité ou le monde tel qu'il est. Et donc effectivement, c'est ce passage-là d'une régulation institutionnelle à une régulation plutôt opérationnelle, avec voilà, tout ce qu'on a vu et tout ce qui est lié au technocratisme, qui est la profusion des procédures, des modes opératoires, de cette logique-là. La question n'est plus de produire du consensus politique, mais plutôt de gérer les équilibres des forces en présence. Voilà, donc le technocratisme répond quasiment comme un effet de miroir à la technoscience. C'est pas un peu de vous. Je vais en chercher. Ouais. Merci.
Alors, ce qui est intéressant, évidemment, dans ce passage de l'institution à l'organisation, vous savez, c'est aussi la prolifération des agences. Hein, vous voyez, ça se traduit aussi par ça. Aujourd'hui, vous avez des agences de contrôle ou la prolifération des normes. Prenez aujourd'hui des organismes comme le Comité européen de normalisation ou comme l'ISO, il y a une profusion de normes, une profusion de noms qui visent à régler les comportements. Alors ce qui est intéressant effectivement dans cet objectif-là, c'est que l'algorithme là-dessus vient avec son efficacité, son efficience, son opérationnalité immédiate. Et pour vous donner un exemple de cette transition, ça date de 2 ou 3 ans maintenant, le gouvernement italien qui a décidé d'arrêter toute forme comment on appelle ça, de législation, de production de loi autour du travail au noir. Et très concrètement, ils utilisent un algorithme qui est très facile à introduire dans les systèmes bancaires et qui permet, avec toutes les techniques de data mining, de production, de collection de données, d'identifier les rentrées d'argent suspectes, les mouvements d'argent qui effectivement laisseraient apparaître voilà, des formes de rémunération non déclarées. Voilà. Donc là, c'est intéressant, c'est ce mouvement où on passe comment dire, pour ça, il ne s'agit plus de gouverner le réel, mais de gouverner à partir du réel. Donc c'est ce passage-là, finalement, on ne cherche plus à agir sur les causes, mais on cherche à maîtriser directement les effets. Donc voilà, d'une certaine manière, le fait de dire une société obéit à des normes et se fixe des normes pour fixer les conditions de sa reproduction sociale, apparaît totalement inutile du point de vue de l'efficacité de l'action, puisque là, on a des systèmes qui peuvent se permettre de se dispenser de toute action sur les causes. Donc là, voilà, la norme, en tant que champ de régulation, est absolument d'aucune utilité. Je cherche d'autres exemples, mais là, un exemple récemment aussi en matière d'abandon de tout projet de gouvernance au profit d'une gouvernementalité directe, efficace, c'est la loi sur le renseignement et le terrorisme. Hein, puisque l'idée, c'est quoi? C'est de dire, effectivement, à quoi bon légiférer, à quoi bon, effectivement, qu'au sein de l'espace public, on continue à émettre un certain nombre de normes, dès lors qu'aujourd'hui, on a les outils qui nous permettent de collecter les datas et de profiler un certain nombre de comportements suspects du point de vue de l'action terroriste. Alors, ça pose plein de questions, hein. Là je pose juste un petit peu le mouvement de transition dans lequel on est et un petit peu le mouvement le moment de bascule dans lequel on est. Mais ça pose évidemment plein de questions, notamment à ce que tu disais, sur la question effectivement, Antoinette Rouvroy évoque très bien le passage de la prévention à la préemption, hein. C'est-à-dire, donc c'est sur le plan juridique, ça pose évidemment plein de questions, notamment cette réduction de l'écart entre le droit et l'acte. C'est-à-dire qu'effectivement, alors si on prend par exemple le cas du travail au noir, en gros, le droit ne se résume plus que dans des procédures opératoires qui sont directement intégrées sous la forme de code dans les systèmes. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de possibilité de désobéissance. Et par rapport à la question du profilage, évidemment, on sait que ces technologies-là sont dans des approches de prédiction. Justement, la question de la non-désobéissance est bien parlante par rapport à la question du sens. Parce que dans la dérégulation, l'algorithme, les mondes algorithmiques, pour dire comme ça, la rationalité algorithmique, considérerait comme conceptuel les mondes de la loi. Vous voyez, pour garder cette différence-là, considérerait comme, entre guillemets, pré-scientifique, pour prendre le mot de Petitot. Vous voyez. Pourquoi? Parce que
la loi parle des ensembles, parle des considérations, parle des conflits dans lesquels des idéaux sociaux, et ça parle de quelque chose quand même qui est aberrant par rapport au propre de la postmodernité scientifique, qui est l'idée qu'il y aurait des objectifs communs. Vous voyez, c'est-à-dire que dans le monde des algorithmes, tout objectif commun d'une société est un pur imaginaire. Vous voyez, est un pur imaginaire. Parce qu'il n'y a que des agents individuels interagissants qui déterminent des flous d'un côté ou de l'autre. Vous voyez? Donc, le monde de la loi est un monde qui reste, comme pour reprendre les termes que j'utilisais tout à l'heure, conceptuel. C'est pourquoi, quelque part, les Italiens, avec ce geste d'avant-garde, non, d'avant-garde dans le sens de l'algorithme, non, ils vont dire, nous on s'en fout finalement de comment on travaille au noir, dans quelle situation on travaille au noir, on s'en fout même que ce soit illégal ou légal. C'est-à-dire on sort de tout ça, on sort de toute signification. Simplement, on a un algorithme qui permet de récupérer dans les caisses ce qui échappe de la caisse. Vous voyez? Et donc, du coup, la loi qui détermine des choses reste comme trop conceptuelle. Vous vous rappelez l'exemple que j'ai cité une fois, je ne sais pas il y a combien de temps, mais enfin, cet exemple exemplarissime, c'est un collègue à toi, un juge, un magistrat, qui, effectivement, il avait décidé, quand il y avait l'époque des lancements des nains, vous vous rappelez, les juges, qu'il y a un nain, bon, il s'est interdit de lancer les nains, et alors donc, il y a un nain qui porte plainte. Il dit, mais moi, j'ai envie de continuer à travailler parce que j'ai gagné beaucoup de sous. Et les juges, c'était un juge clairvoyant, je ne sais pas, illuminé, il a dit, c'est pas à vous de décider sur ce qui est digne ou indigne pour l'humain. Vous voyez? Ah merde, vous voyez? Alors, donc, d'un point de vue algorithmique, tout ça sont des récits. Vous voyez, la dignité humaine, c'est exactement les textes, vous pouvez voir presque, c'est paraphrasé les textes que je vous ai lus de Jean Petitot. C'est-à-dire que, effectivement, là on est absolument dans les conceptuels et pas dans les concrets algorithmiques, parce que finalement, ce que l'autre invoque, ce sont voilà, des trucs pré-scientifiques. Vous voyez, la vie, la dignité humaine, la signification. Donc, voilà, donc on voit bien, parce que vous savez, ce sont des points comme ça, point que Foucault était notre grand maître à tous à comprendre les grands processus à travers des petits trucs comme ça qui, là, il se joue quelque chose de significatif. Je pense que les jours où ce magistrat-là, il a décidé de ce côté-là, c'est jouer quelque chose d'une résistance, mais une résistance qui marquait qu'on n'était plus déjà dans cette époque-là. Vous voyez? Parce qu'effectivement, c'est lui qui allait dans le sens de l'histoire, pour le dire comme ça. Alors là, le sens de l'histoire sans aucun sens, non? C'était les nains. Vous voyez? Parce que les nains, ils disent, c'est mon entreprise, quoi. C'est mon entreprise. J'ai gagné des sous comme ça. Vous comprenez? En tant que les juges, lui, il invoque quelque chose qui est du côté de la signification qui inclut le nain. Vous voyez? Et là, vous voyez bien comment, presque comme ça, avec du stabilo, hein, les deux mondes, non? Celui dont parle Bastien en disant, voilà, c'est-à-dire finalement, que ce soit légal ou illégal, c'est trop pas actuel, comme dire, non? C'est trop démodé, que ce soit légal ou pas légal. Ce qui importe, c'est si fonctionne ou ne fonctionne pas. Moi, je comprends cette notion de l'égalité qui devient quasiment obsolète, finalement. Mais du coup, dans cette optique-là, comment est-ce que se comporte globalement la notion d'éthique? Non, la notion d'éthique... alors, la notion d'éthique, effectivement, bon, si on comprend éthique dans le sens vulgaire, qui confond éthique et morale, n'est-ce pas, un truc comme ça, bah, la notion d'éthique, la réponse, elle est à se mettre à pleurer et éteindre la lumière. C'est quand ils disent, les gens très sérieux, qu'il faut incorporer un logiciel éthique à la Google Card. Tu comprends? C'est ça. La réponse, malheureusement, elle est là, vous voyez, c'est-à-dire que la réponse est là. La réponse, c'est de dire, eh bien, on va modéliser ce que
d'une façon conceptuelle pré-scientifique, pour reprendre le mot, de façon conceptuelle pré-scientifique, on considérait comme une singularité, n'est-ce pas? Et alors on élimine toute singularité. Et on fait un bon modélage avec un bon big data, de voir qu'est-ce qui se passe quand la Google Car écrase un enfant ou quand il écrase une poule. Et alors, ça sera un logiciel. Mais la réponse est celle-là. Donc c'est absorbé, c'est complètement absorbé. C'est dilué. Dilué dans le... En fait, ce qui est intéressant, c'est que avec la gouvernementalité algorithmique, avec les big data, il n'y a pas seulement régulation des pratiques sociales, il y a aussi production de ces pratiques sociales. Donc, plus il y a production de ces pratiques sociales, moins il y a besoin d'éthique. Oui. Donc c'est ce passage-là, effectivement, des sociétés décisionnelles, organisationnelles, avec tout ce dont on a parlé rapidement avant, vers une production. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une production du social. Et il y a une dynamique. Alors, évidemment, on est en train de parler de quelque chose. Voilà, vous sentez bien tous que voilà, c'est un horizon, mais un horizon qui aujourd'hui se rapproche. Voilà. Et c'est ce qu'on disait par rapport au profil. C'est-à-dire que la question n'est pas tant de savoir s'il y a des profils qui s'éloignent de la norme. La question est de savoir effectivement comment on peut correspondre au profil. Alors, les big data, en plus, pour revenir au schéma de Miguel, moi je ne saurais pas forcément faire, mais c'est qu'il y a une collection de données infra-individuelles, presque pré-symboliques, pré-individuelles, qui sont reconstruites à un niveau supra-individuel pour former le profil. Mais absolument, non, mais excuse-moi, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est, il faut encore paraphraser les principes qu'énonce là Petitot. C'est-à-dire, il y a des macromolécules, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des parties élémentaires, qui sont des micro-comportements, qui, dans un saut, donnent un profil, vous voyez, mais que dans un saut, il n'y a aucune singularité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est là où la chose va se jouer. Là, ils ont fait une émission là, sur M6 là, de télé-réalité, où ils ont rentré, où les mecs, ils ont fait le pari que les couples pouvaient se faire de façon... comme ça. C'est-à-dire, tu rentres plein de données qui correspondent à ton idéal type, je ne sais pas, etc. Et ces cons-là, ils les ont fait se marier. Non, mais c'est un truc de dingue. Bien sûr. Ils en ont fait deux, et ils ont fait en fait une expérience là, pour voir si le couple il tenait. Mais les gens allaient là-dedans croyants. Écoute, avec... Attends, ils en ont fait une émission de télé-réalité. Là, je veux dire... avec, si tu veux, des scientifiques. Alors, une armée de scientifiques avec en plus des techniciens. Etc. Alors, tu vois, voilà. Et ils en ont fait une expérience incroyable. Voilà. Je veux dire, mais ce qui est fou, là, c'est la croyance des gens qui participent à ça. Moi, je voulais dire deux choses. C'est-à-dire que là, j'enlève toute singularité, toute... Non mais c'est pour ça la phrase, la paragraphe que j'ai lu de Jean Petitot, après on va revenir sur autre chose, mais c'est quand même central dans les choses. Tu enlèves les singularités. Les singularités, c'est imaginaire. Alors, deux choses. Et les fragilités aussi. Si, tout ça. Deux choses. Une par rapport au temps et l'autre par rapport à ce que tu dis là. Effectivement, c'est évident pour n'importe qui. Moi, malheureusement, quelques collègues... parce que ça fait 30 ans que je fais de la psychiatrie et de la psychanalyse, alors je peux te dire, il n'y a aucune raison pour que ça marche pire que les autres couples, tu vois, malheureusement il y a ça. Donc, et pas seulement il y a ça, tu vois, mais qui plus est, si tu veux, la fameuse expérience de Google, dont je fais référence plusieurs fois, en regardant un micro-comportement, l'utilisation de ta carte de crédit, il détermine avec 85% de certitude si tu vas te divorcer. Ça veut dire ça, vous comprenez, c'est exactement ça, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les micro-comportements sont considérés et modélisés comme les macromolécules qui s'agencent. Or, les mecs, ils divorcent, tu vois, non? O sea, toi, tu prends des données, des micro-données, des micro-comportements, comme on utilise la carte de crédit, et dans un pays comme la France, dans lequel il y a quand même des sous qui circulent, donc la carte de crédit, c'est vraiment un micro-comportement. Ok. Et ils divorcent. Donc il n'y a aucune raison
pour que par les contraires symétriques, par big data, ils réunissent deux cons qui s'entendent bien. Tu vois? C'est-à-dire que, donc, Une nouvelle forme de mariage arrangé. voilà, tu vois, c'est-à-dire que, donc, parce que, il y a une question qui est la question qu'on va revenir là, non, mais juste pour te dire. Alors, à quoi on appelle une singularité? On appelle une singularité à quelque chose qui existe d'une façon hors de la sérialité, qui interrompt la sérialité. C'est la catastrophe dans le sens d'un atome, quelque chose qui va interrompre une série. Et dans une singularité, il y a un rapport particulier, une corrélation particulière entre le tout et la partie, parce qu'une singularité est un point dans lequel le tout du système existe sous une certaine forme. Vous comprenez? Une singularité n'est pas une partie. Une singularité est une situation dans laquelle il y a un tout qui est inclus. Bon, alors, qu'est-ce que c'est le monde de l'algorithme? Le monde de l'algorithme, c'est le monde dans lequel, justement, il y a une élimination du temps, parce qu'effectivement, une singularité veut dire que dans un moment délimité, ce que Spinoza dit, l'éternité existe dans un moment qui pourtant est délimité. C'est une singularité. Le tout est dans la partie. Alors, effectivement, il y a une dissolution de toute temporalité, et donc ça fait que, effectivement, les gens peuvent se marier en étant absents en tant que corps, en tant que sujet, en tant que singularité. Le médecin va traiter son patient par big data, donc il est absent, et le patient aussi est absent, parce que c'est par big data qu'il y a les diagnostics. Et les procès seront jugés aussi par une technique, n'est-ce pas, et en enlevant la singularité du juge et la singularité du processé, je ne sais pas comment on dit. Vous voyez? Donc, c'est un truc très important par rapport au temps. Hein, parce que, vous voyez, c'est ça qui est dissous. Mais ce n'est pas dissous comme un accident. C'est pour ça que avant de passer la parole à Bastien, je vous ai lu ça pour introduire ce que... Parce que ce n'est pas un accident. C'est le projet et arriver à la désingularisation. C'est pareil avec les bagnoles où le petit garagiste qui écoutait le bruit du moteur, trouvait la panne, etc. Aujourd'hui, là, tu branches la valise informatique là-dedans, là, et il te dit exactement où est la panne, ce qui déconne, etc. Mais si tu veux la supprimer, il y a justement là, ce métier. Je vous conseille de voler les bouquins qu'on a écrits, surtout pas l'acheter. De voler les bouquins qui ont coécrit Laurent Alexandre et Jean-Michel Pernier, surtout ne l'achetez pas. Et regardez qu'est-ce qu'il dit Laurent Alexandre par rapport aux machines sexuelles. Hein, quand Jean-Michel lui dit, bon, mais et l'amour là-dedans, et la sexualité, là, et l'autre répond qu'effectivement, c'est-à-dire que une machine fait ça beaucoup mieux que soi. Bon, alors, peut-être pour revenir sur la question de la norme, parce que c'est un sujet que je vous propose à questionner aussi, hein, parce que voilà, il y a plus de questionnement que d'affirmation, mais c'est effectivement, je vous le disais rapidement, il y a un certain nombre de défenseurs aujourd'hui des logiques d'évaluation algorithmique qui mettent en avant le fait qu'on est face à des procédés totalement démocratiques, égalitaristes. Et effectivement, techniquement, il y a une cécité, on va dire, des algorithmes face aux catégorisations normatives, traditionnelles, catégorisation sociale, raciale, religieuse. Et par exemple, c'est une question qui a été beaucoup débattue dans un contexte un peu particulier, qui est celui des États-Unis, qui est notamment effectivement l'aspect, on va dire, sélection, notamment dans les contrôles aéroportuaires, hein, le délit de sale gueule, etc. Bon, finalement, l'algorithme pourrait être une réponse au délit de sale gueule, parce que finalement, lorsque l'algorithme s'intéresse aux traces laissées par à la totalité des traces, d'ailleurs, hein, même les plus insignifiantes. D'ailleurs, il n'y a même plus de question de signifiance, puisque ce qu'analyse l'algorithme, c'est des données brutes qui ont été décontextualisées, dont on a enlevé toute signification, toute subjectivisation. Donc quand on s'intéresse aux traces, effectivement, là, dire l'homme d'affaires est absolument traité au même plan que, je n'ose pas prendre d'exemple,
Voilà. Enfin, vous avez compris effectivement le sens. Donc, on est dans une forme de normativité quand même un peu nouvelle, qui est une normativité individuelle. C'est-à-dire que, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre un peu où ça se joue finalement, où il n'y a plus d'évaluation humaine qui viendrait effectivement faire une évaluation sur la base d'arc réflexe, voilà, etc. Mais il y a une sorte d'évaluation machinique, absolument déshumanisée, et qui fait que la normativité, il y a une normativité individuelle qui n'est plus, donc qui s'opère effectivement sur la base des algorithmes qui sont évolutifs, et ça pose de vraies questions, puisqu'il y a vraiment, finalement, on ne sait pas quelle est la norme qui va émerger. Et juste par rapport à ce que tu dis, vous voyez bien comment des trucs de science-fiction qui empêchaient de dormir, non, du côté juridique, non, aujourd'hui sont là. Parce qu'effectivement, si par des micro-comportements, je peux déterminer quel saut va donner n'importe qui, ce que je peux faire, c'est donc faire ce qui était un cauchemar, donc juger quelqu'un avant l'acte. Or, le cauchemar est là. Ça y est, la présomption de radicalisation, c'est-à-dire mettre dans des camps de déradicalisation des gens qui n'ont rien fait, ça y est un projet concret, n'est-ce pas, et en bonne partie réalisé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui n'ont rien commis, n'est-ce pas? Alors donc, vous voyez, c'est-à-dire, c'est là l'élimination de tout acte singulier, de tout, vous voyez, c'est-à-dire que, et c'est là, c'est-à-dire c'est, donc, on a toutes les données, on ne va pas attendre que tu commettes l'acte. Et qu'est-ce qui va demander l'opinion publique? L'opinion publique, ce qu'il va demander, va dire comment vous avez la possibilité d'avoir toutes les données et d'arrêter les terroristes avant, et vous ne les faites pas. Est-ce que le risque zéro, c'est algorithmique? Les algorithmes, il faut savoir quand même que les algorithmes sont soumis à un aléatoire qui leur est propre, non, qui sont des bugs. Il y a un problème avec les algorithmes, c'est-à-dire et avec Big Data, je vous conseille de lire l'article qu'on a mis sur ligne dans le collectif Malgré tout, la conférence de Giuseppe Longo, dans laquelle il explique justement comment Big Data fonctionne par des corrélations, mais qui peuvent mettre en corrélation n'importe quoi. Vous voyez? Donc, au fait, pour dire comme ça, les algorithmes peuvent effectivement se tromper absolument. Donc, les dangers zéro, le risque zéro est un rêve d'algorithme, mais n'est pas une réalité possible. Mais si tu veux, cette notion-là de risque, elle correspond à toute cette idéologie-là. Absolument. Mais à quelle rupture épistémologique ce nouveau monde répond en fait, aussi bien dans le mouvement historique, si on doit repérer un moment de l'histoire ou une succession de moments de l'histoire qui fait la bascule, et puis dans l'histoire des idées. Ça émerge avec le moment opérant, la science pascunienne, comme on dit. C'est-à-dire que cette espèce d'un moment où on renonce, on constate l'incommensurabilité des sciences entre elles. Voilà, c'est la crise dont parlait Miguel. L'irruption, effectivement, de cette hyper-rationalité algorithmique, notamment en sciences, tient de ce renoncement au pourquoi pour aller vers le comment. Et mais ça enfin, moi je peux rentrer là-dessus, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est effectivement parce que... Non, bien entendu. Non, pourquoi on renonce... Ce que j'avais abordé, mais on peut revenir la prochaine fois, c'est-à-dire dans quelle conjonction historique on renonce au pourquoi. On peut revenir, mais effectivement, la question de pourquoi on renonce au pourquoi est une question qu'on ne peut pas aller répondre depuis l'algorithme, n'est-ce pas? Parce que pourquoi on renonce au pourquoi, c'est la réponse qui donne tout à l'heure Jean Petitot, c'est-à-dire on renonce au pourquoi parce que le pourquoi est un imaginaire conceptuel, faillible, en tant qu'il faut aller vers les algorithmes qu'ils nomment scientifiques, non? Alors ça c'est le mythe, disons. Alors après, on peut revenir là-dessus la prochaine fois, ça me semble très intéressant, hein, de voir dans quelle conjonction historique des trucs vont s'agencer, hein, des courants vont s'agencer, comme pour arriver à ces mondes-là dans lesquels apparaît comme une évidence qu'on va renoncer au pourquoi.
n'est-ce pas? C'est quand même ce qu'il dit, celui qu'on va aller voter bien malgré nous, Manuel Valls, quand il dit comprendre, c'est déjà justifié. Non, comprendre, c'est déjà justifié, il dit. Vous voyez, c'est-à-dire, donc il le dit déjà dans ça. Vous voyez, le problème c'est qu'effectivement c'est chercher à comprendre, c'est déjà justifié. Hein? Donc il dit, il ne faut pas chercher à comprendre. Alors, effectivement, en face, si en face il y a Fillon ou Marine Le Pen. Mais vous comprenez, c'est quand même, il y a là quelque chose qui est très très fort dans l'idéologie actuelle. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la seule question face à que des gens nés en France, des jeunes nés en France, éduqués en France, commettent des atrocités pareilles, la première réaction c'est de dire non mais attends, on a loupé quelque chose d'énorme, il faut comprendre. Et que le Premier ministre de la France dise chercher à comprendre, c'est déjà justifié, c'est pas une bêtise qu'il dit. C'est quelque chose qui est absolument dans ce que Bastien est en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut chercher simplement à constater les mécanismes, non? La suite des mécanismes algorithmiques. Non? Et il serait intéressant peut-être aussi de se poser la question des récits sur lesquels s'appuie ce nouveau monde, c'est-à-dire techniciste et non plus organiciste. Enfin, quels sont les récits symboliques ou scientifiques ou politiques qui sous-tendent cette bascule radicale, épistémologique, historique? Ça, il faut revenir là-dessus, mais quand même, j'insiste sur quelque chose que moi, je suis convaincu, c'est qu'il y a des éléments actuels, effectivement, de construction d'un récit dans ce sens-là, qui a une capture même neurophysiologique que je peux très bien comprendre sans déplaire à l'autre, qui est comment les digitales capturent par dislocation des circuits cérébraux, comment les digitales capturent l'attention, effectivement. Mais surtout, moi je pense que l'axe, c'est ce que je disais tout à l'heure, le récit, le mythe central de l'algorithme comme un monde et le récit métaphysique de toujours d'un monde au-delà des corps. C'est exactement le même. C'est-à-dire que je suis convaincu que la force qu'il y a derrière ça... Un monde de perfection, quoi. Si, le monde platonicien, paradisiaque, le communisme scientifique, les points oméga des Teilhard de Chardin. C'est la rencontre entre cette tradition philosophique-là et la technoscience qui produit de façon inédite. C'est un nouveau... alors, bon, là, ce sont tous des sujets qui, effectivement, sont les sujets qui constituent l'axe du séminaire, parce que, voilà, il y a une rencontre entre la technoscience et la vieille promesse. La technoscience va réincarner la vieille promesse. Mais il y a quelque chose, là c'est pareil que toujours, la différence qu'on va essayer de comprendre, c'est que la vieille promesse essayait de discipliner les corps de l'extérieur, en tant que la technoscience peut changer les corps de l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui est comme toujours, sauf que ce n'est pas fait comme toujours. Vous voyez? C'est-à-dire que les nazismes, les stalinismes ont détruit, massacré, c'était les génocides, c'était l'horreur, mais c'était toujours de l'extérieur. Éliminer des corps, transformer des corps, discipliner des corps. N'est-ce pas? La technoscience récupère l'élan métaphysique d'un monde au-delà des corps, sauf qu'en s'attaquant à l'intérieur même des corps et des cerveaux. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une énorme différence. Je ne sais pas si toi tu veux, parce que je voulais juste faire un petit truc par rapport pratique, mais si tu veux... Non, enfin, juste sur la rupture épistémologique, on l'avait un peu évoqué avec l'échec du positivisme, et puis effectivement que la technoscience est indifférente à la réalité extérieure, hein, est totalement indifférente à la réalité extérieure, et notamment juste pour
on va faire le lien avec l'Anthropocène et cette idée un peu de post-nature, c'est qu'effectivement, dans cette logique de gestion, d'efficience, d'opérationnalité, il y a le même mode. Finalement, la nature non plus, humain et non humain sont un peu traités dans un même, dans une même approche. Donc c'est vrai aussi qu'il y a cette non-différenciation-là, il y a cette espèce de vision un peu post-nature, comme ça. Mais sur le monisme opérationnel des sciences actuelles, je ne sais pas s'il m'écoute, il tourne le dos. Mais... Eric, Je prends des notes en fait, la clé sur mes genoux. non mais c'est ça, Voilà, oui, il s'est senti abandonné. Pas de problème. Complètement là. Mais voilà, juste une référence, si ça t'intéresse, c'est Olivier Klein, qui est un sociologue et qui a travaillé ça un petit peu dans la continuité de Kuhn. C'est intéressant de voir comment les sciences renoncent à la théorie et qu'il y a cette inversion des pôles et la pratique, la dimension pratique qui prend le pas sur la dimension théorique. Voilà. Olivier Klein, c'est L-A-I-N. Bien. Alors, deux choses. D'abord, une question que je voulais voir si est-ce que ça vous intéressait pour répondre la prochaine fois de façon autonome, non, et pour revenir, qui est une question quelque part vache, non, parce que on dit que dans les passages, c'est bon, non, et dans les passages de l'individu au profil, il y a ce vidage du sens, n'est-ce pas? On s'occupe qu'à des micro-comportements, c'est-à-dire qu'à vrai dire, même si on voulait être un peu plus radical, on dirait que ici, il n'y a même pas ça, n'est-ce pas? Il y a plus de sujet. Il y a un nuage des points discrets, qui sont des comportements de macromolécules, qui, par des sauts successifs, constituent quelque chose qui apparaît comme un individu, n'est-ce pas? Dans cette dispersion-là. Bon. Alors donc, on dit, et c'est un peu un problème des humanistes, pour dire comme ça, grosso modo, on dit, dans les passages de lui à lui, il y a une perte de l'humain, on dit, n'est-ce pas? Et on est très inquiet parce qu'on a perdu. Si on va vers les profils, on va perdre, n'est-ce pas? Alors la question un peu vache est de dire, mais à vrai dire, jusqu'à quel point, non, il y avait vraiment une énorme quantité, un pourcentage important d'individus, non, qui possédaient une antériorité extérieure. Vous voyez, parce que l'antériorité de l'individu n'est pas antérieure à lui. Non, on dit, ça c'est l'illusion. C'est l'illusion de que l'individu, il a son foueur intérieur et qui pense, c'est-à-dire bon, l'autonomie. Donc si on dit, à vrai dire, l'individu de la modernité finalement était quelqu'un qui se savait non individu, n'est-ce pas? Et qui essayait d'être le moins individu possible pour assumer le maximum possible l'époque, les déterminations, n'est-ce pas? Bon. Donc on dit, cet individu-là, l'individu, disons, réel, non? Cet individu qui était convaincu qu'il était maître de sa vie, de ses décisions, et que son opinion, qu'est-ce que je pense de la théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que cet individu qui s'est agobé l'idée de qu'il existe de façon autonome. Qu'est-ce qu'il perd quand il devient un profil? Ouais. Parce que c'est quand même une question vache, mais que, regardez, d'un certain côté, c'est quand même pas mal optimiste. Vous voyez? Parce que ça veut dire quand même que peut-être... Non? Si tu veux. Non. C'est un peu optimiste dans le sens de que l'idée de qu'on est en train de disloquer, c'est vrai, on est en train de disloquer l'individu, n'est-ce pas? Corporellement, psychiquement, socialement, on est en train de le disloquer dans ses parties composantes et qu'on va agir sur les parties, n'est-ce pas? Cette idée-là laisse toujours de façon implicite quel était le trésor qui possédait l'individu. Et peut-être, vous voyez, peut-être les trésors qui possédait l'individu... Son unité. Ben non, parce que justement, l'individu, l'unité de l'individu, ça fait partie de l'idéal d'être une unité.
L'individu, il est plutôt comme ce que je disais d'Ajax, non? C'est-à-dire ces multiplicités de situations. C'est-à-dire que la seule continuité de l'histoire d'une personne singulière est la continuité d'une discontinuité permanente. Non? Parce que dès qu'une personne arrête d'être discontinue avec soi-même, meurt. C'est-à-dire, la mort, c'est ça. La mort, c'est quand quelqu'un ne peut plus être discontinu avec lui-même. Alors donc, l'idée un tout petit peu, c'est que si nous continuons à penser « Ouh là là, qu'est-ce qui va lui arriver à celui-là ?» on est en train de défendre une terre perdue. Vous voyez? Parce que la question, peut-être, c'est... Voilà, je m'arrête là. Non? La question, peut-être, c'est... Mais qu'est-ce qu'on est en train de perdre avec cette dislocation? La dislocation, elle est évidente, on va continuer à l'étudier, on va la voir, on commence à la voir, etc. Ça s'appelle l'économicisme, ça s'appelle la biologie moléculaire, ça s'appelle l'algorithmisation de tout. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'on perd? Par exemple, les mouvements autour de la souffrance au travail, il y a bien quelque chose qui se perd. Voilà. Parce qu'il y a plein de formations sur la souffrance au travail, oui. dans toutes les institutions. Oui, non, je n'en doute pas qu'il y a quelque chose qui se perd. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que parfois, quand face à la dislocation algorithmique du monde, on sent qu'il y a quelque chose qui se perd, souvent, on fait l'économie d'énoncer clairement ce qui se perd. Tu vois, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'essayer de comprendre, de ne pas simplement regarder les modifications qui arrivent, mais de dire... Mais qu'est-ce qu'on est en train de défendre? Parce que peut-être, en défendant, pour le dire de certaine façon un peu classique, en défendant la forme, n'est-ce pas, on méconnaît l'essence qu'on voulait défendre. Vous comprenez? C'est-à-dire pour ça. Je ne suis pas du tout un philosophe de la forme et l'essence, c'est juste pour reprendre une métaphore, pour dire, non? C'est-à-dire que peut-être en défendant la forme de l'individu, de l'humanisme, c'est peut-être pas cette forme-là qui contient ce qu'on veut défendre. Hein? Vous comprenez? C'est ça l'idée. Peut-être, oui. Parce que même dans les enseignements autour de la souffrance au travail, les solutions, c'est comment rentrer dans la norme. C'est pas du tout... Toujours. Voilà, donc toujours. Donc toujours. Ça évacue la question. C'est fitness, non? Oui. Toujours c'est fitness, c'est-à-dire adaptation, donc désagrégation. C'est-à-dire que ça va dans ce sens-là, parce que c'est la désagrégation. Comment est-ce que je peux désagréger? Et même, vous savez, bon, c'est un peu... Même dans l'engouement vers l'orientalisme actuel, il y a beaucoup de ça. Vous voyez, il y a beaucoup une compréhension assez pervertie de l'orientalisme qui consiste à dire ne résiste pas, laisse-toi aller, je ne sais pas quoi, et qui est capitalisée par cette dislocation, vous comprenez? C'est-à-dire dire, non, ce sont tes duretés, ce sont tes croyances, ce sont vous voyez, tes points fixes qu'il faut les rendre fluides, n'est-ce pas? Et au nom d'une supposée sagesse taoïste bouddhiste en plastique, ce qu'on est en train de faire, c'est disloquer les structures, déréguler. Voyez. Mais alors, donc, la question c'est, est-ce que vraiment il est aujourd'hui mis en cause et la vie humaine, et la vie, parce que quand même la biologie moléculaire s'occupe pas des hommes, non? La vie, est-ce que ce qui est mis en cause, ce qu'il faut défendre, c'est la vie humaine telle comme elle existait jusqu'il y a 50 ans, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il y a à défendre et qu'il faut la comprendre pour voir comment ça peut exister dans un monde hybridé?